Voilà, donc là on défile, donc là on a 3 widgets qui sont faits et tu vois que c'est dynamique. Tu vas te placer en 2021, tu vas choisir ta société Bol, tout est dynamique. Et tu vois qu'en 2 minutes, c'est parti pour la mise en contexte. Vous êtes contrôleur de gestion d'une société qui présente des filiales. Vous souhaitez, à partir d'une extraction SAP, automatiser votre reporting. Vous souhaitez une analyse possible par centre de coût, par filiale ou par région. Vous souhaitez une utilisation simple de la solution, c'est-à-dire que vous prenez un fichier XLSX et vous le déposez manuellement sur un SharePoint. Vous souhaitez partager cette application avec votre collègue finance ou avec tout le service. Et tous les mois, vous avez une présentation au CODIR à faire sur un PowerPoint. Dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas pour réaliser cette application et tu verras que ta présentation PowerPoint ne prendra que quelques secondes. Pour rappel, comme d'habitude, toutes les données sont disponibles dans la description et tu peux me suivre en même temps à l'écran. Allez, bon visionnage! Allez, c'est parti. Donc avant de pratiquer, petite théorie. Très simplement, je t'ai représenté un schéma finalement de l'environnement Microsoft. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Power Query est un module ETL, qui veut dire Extract, Transform and Load. C'est un module intégré dans Power BI qui te permet d'aller chercher plusieurs sources de données comme des PDF, des fichiers Excel, des fichiers CSV ou encore des fichiers texte, comme le fichier des écritures comptables par exemple, ou tout autre fichier, et sur des lieux de stockage totalement différents. Par exemple, une base de données SQL, qui est stocké en local, ou alors carrément un SharePoint online, tu le verras, c'est ce qu'on va faire dans ce cas pratique, ou alors encore des bases de données Amazon, BigQuery chez Google, etc. etc. Power Query te permet de te connecter à bon nombre de sources de données, donc il faut savoir que Power Query est aussi présent dans Excel et qui te permet de faire la même chose. Donc tu vas lire et nettoyer la donnée pour ensuite la modéliser et la visualiser dans Power BI Desktop. En fait, Power BI, tu verras, on va voir l'interface tout à l'heure, c'est vraiment plus l'aspect visualisation, modélisation, alors que Power Query, c'est plus la lecture et le nettoyage des données. Une fois que ton application desktop, puis mobile, on le verra tout à l'heure, est construite, tu vas pouvoir la pousser dans le service online de Microsoft. Il faut savoir que quand tu crées un compte avec une adresse mail professionnelle, tu as un compte dédié avec un lieu de stockage qui te permet de stocker des jeux de données et des rapports. Donc tu vas publier finalement ce rapport dans le service online de Microsoft et tu vas pouvoir finalement accéder à ton application sur mobile ou encore sur PC et le partager et collaborer avec d'autres personnes. Il faut savoir aussi que si tu veux partager et collaborer avec d'autres personnes, si les données sont sensibles et que tu veux les garder privées, il faut absolument avoir une licence pro. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu vas prendre une licence pro en tant que producteur. Aujourd'hui, on est le fin mars 2022 et le prix de la licence est à 8,40 € par mois. Il faut savoir que le visionneur, celui qui va aussi consulter l'application, doit avoir une licence pro. Sinon, tu as des options aussi de partage, qui sont des partages publics, où tout le monde peut aller dessus, mais bien évidemment, quand c'est des données sensibles, c'est pas évident. Donc voilà pour le petit schéma, j'espère qu'il a été clair pour toi. Maintenant tout de suite, on va passer donc dans Power BI. Donc on va ouvrir l'application. Alors donc, quand tu ouvres l'application, premièrement, tu as une fenêtre qui se présente à toi, que tu peux fermer, puisqu'elle ne sert à rien. Pour commencer, sur la partie de droite, on retrouve un premier volet qui s'appelle le volet filtre. Le volet filtre, il va te permettre finalement de rentrer des critères pour filtrer tes graphiques, filtrer des pages, filtrer même tout ton rapport entier. Le volet visualisation intègre plusieurs choses. Premièrement, il y a la banque de visuels présent nativement dans Power BI qui te permet donc de créer des graphiques. Et ici, tu as la petite case valeur en fait qui va te permettre justement de rentrer des champs de données dedans. Par exemple, la somme du chiffre d'affaires qui te permettra finalement après de la visualiser. Et puis ici, tu as le volet format. Alors ça, c'est la mise à jour justement de mars 2022 qui, moi, m'a vraiment perturbé parce qu'ils ont vraiment changé pas mal de choses. Ils ont tout impacté. En fait, finalement, la mise en forme était présente différemment dans les différents visuels. Et là, ils ont tout centralisé donc, dans un gros volet format comme ça. Et tout est dedans. Donc, moi, ça m'a un peu perturbé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais une mise à jour par rapport à mon ancien tuto de 30 minutes
que j'avais fait l'année dernière, le 22 avril 2021, dont je te mets du coup en barre d'infos le lien si tu veux la regarder, mais sache que ce tuto-là justement a vocation à le remplacer. Donc voilà pour le volet visualisation. Concernant le volet champ, donc c'est ici finalement que tu vas retrouver toutes les données que tu vas charger. Tu verras en fait une table inclut des champs de données, c'est tout simplement les noms des colonnes. Et c'est ces champs-là que tu vas utiliser pour créer tes visuels. Concernant le volet qui est présent au-dessus, il te permettra voilà, principalement d'obtenir des données. Tu verras qu'on va l'utiliser aussi pour rentrer dans l'éditeur Power Query juste après. Et tu retrouves voilà, quasiment la même chose que ce qui est présent ici, sauf que par exemple dans Insérer, tu vas retrouver des actions comme des boutons qui ne sont pas présents ici. Ensuite, on a la barre de gauche, qui elle est très intéressante, puisqu'elle va intégrer donc 3 choses. En fait, ce sont 3 vues. On a la vue rapport, donc c'est ici finalement que tu vas retrouver tous tes graphiques. Tous les graphiques que tu vas construire sont dans cette vue-là. Et puis tu as la vue données, donc en fait ici la vue données va te permettre de visualiser, comme dans un tableur Excel, toutes tes données brutes. Et puis on a la troisième vue qui est la vue modèle, et c'est justement ici qu'on va pouvoir modéliser nos tables de données, c'est-à-dire faire une relation entre ces tables. T'inquiète pas, on va voir tout ça juste après. Donc là je vais retourner dans la vue rapport, et puis je vais aller me présenter donc dans l'éditeur Power Query, maintenant que tu as vu l'interface Power BI. Alors je te rappelle dans le petit schéma, donc nous on a vu en fait cette partie-là, hein, la partie Power BI, et là on va rentrer dans le module qui va permettre d'aller chercher les différentes sources de données. Donc pour rentrer dans ce module Power Query, il te suffit de cliquer ici sur le petit logo qui te permet de rentrer donc dans ce petit moteur. Alors de quoi il est constitué ? Donc lui, il est constitué de 3 choses. Premièrement, on a une fenêtre ici qui s'appelle requête. Cette formule, donc cette fenêtre requête, intègre en fait toutes tes sources de données que tu auras chargées dans ton modèle. C'est en fait toutes tes tables. Ensuite, on a ici la barre des fonctionnalités. Comme dans Power BI, dans Power Query, il y a aussi la barre des fonctionnalités qui, elle, du coup, est très orientée manipulation de données. Tu vois qu'on peut y voir fractionner la colonne, regrouper par, choisir la colonne, etc. etc. Et ici, il ne faut pas oublier que tu peux switcher pour avoir encore plus de fonctionnalités. Donc t'inquiète pas, on va parcourir tout ça tout le long du tuto. Donc, ce qui manque, je t'ai dit qu'il y avait 3 choses. Et tu vois ici, je vois qu'il manque quelque chose. Normalement, sur le volet de droite, on a un truc hyper intéressant, qui là n'y est pas. Donc, s'il est désactivé par défaut, je te conseille de l'activer. C'est en fait la fenêtre des étapes appliquées. Donc tu vas dans Fichier, Options, Options, et on va donc l'activer pour pouvoir la visualiser. Et là, dans l'éditeur Power Query, il faut faire afficher le volet paramètres d'une requête. Donc ici, il ne va pas s'afficher puisqu'on n'a aucune table de données, mais tu verras que tout à l'heure, quand on va charger les données, le volet paramètres de requête va s'afficher. Donc c'est juste un petit check à avoir parce que des fois il est désactivé. Voilà, donc maintenant qu'on a vu donc Power BI et Power Query, on va pouvoir passer à l'aspect pratique. C'est parti. Alors donc, comme je te disais, donc là l'objectif c'est d'aller chercher donc notre SharePoint. Alors je vais te présenter donc dans un premier temps le SharePoint. Alors moi, hop, j'ai un petit raccourci qui m'emmène donc sur un SharePoint de mon entreprise. Et donc en fait c'est juste un lieu de stockage où les contrôleurs de gestion vont pouvoir déposer leur extraction SAP tout simplement tous les mois, à la fin du mois ou même courant du mois juste pour actualiser leur rapport. Donc ici on a un petit bouton qui permet donc d'aller déposer l'extraction SAP et tu vois qu'il y a déjà des extractions présentes. Alors nous on a fait l'extraction finalement du jour et on va aller la déposer. Donc je vais aller dans mes téléchargements, voilà, et là j'ai 2 extractions du jour qui datent donc de fin mars et j'ai juste à les glisser, déposer dans mon SharePoint. Voilà, donc une fois qu'ils sont déposés, on va pouvoir se connecter donc à notre SharePoint. Alors pour se connecter, ben c'est assez simple. Finalement, on va récupérer l'ensemble du coup du site. Donc là, je te conseille d'aller peut-être sur l'accueil dans un premier temps et de récupérer voilà l'URL. Donc là, je récupère tout simplement l'URL et je retourne dans Power Query. Ici, je vais faire nouvelle source. Je vais cliquer sur plus. Il va donc m'ouvrir une fenêtre et on va sélectionner dossier SharePoint. Si jamais il n'est pas présent dans la liste déroulante, il te suffit ici de taper SharePoint et tu verras que plusieurs choix s'offriront à toi. Et nous, on va prendre dossier SharePoint.
Donc là, on clique sur se connecter et ici, il ne reste plus qu'à coller le lien. Attention, il ne faut pas mettre tous les sous-dossiers et les sous-pages. Et donc, je t'invite juste à t'arrêter finalement jusqu'au nom de ton site. Donc ici, le site, tu vois, il s'appelle, donc c'est sur le nom de domaine formationpourbi.fr et le site s'appelle formationpourbi.fr BI Controlling. Et donc là, tu vois, je me suis connecté au SharePoint et automatiquement, il m'a donc détecté l'ensemble des extractions que l'on a mis dans ce dossier. Donc, on va pas faire combiner et transformer parce que comme tu le vois, on a des mappings qui sont présents et on a des extractions. Donc le tout mélangé, on ne peut pas combiner tout de suite les données. Donc on va faire dans un premier temps transformer les données seulement. Notre objectif ici, ça va être donc de récupérer toutes les extractions et de les compiler en un seul fichier, en une seule base de données pour pouvoir tout interpréter. Alors avant de faire ces manipulations-là, je vais te montrer les fichiers brut pour que tu comprennes en fait ce qu'on a à notre disposition. Donc, je vais te montrer tout de suite les fichiers bruts. Donc, les fichiers bruts sont constitués de plusieurs choses. Comme je t'avais dit, un mapping et des extractions. Alors, si on rentre dans la première extraction, qui est donc 8301-2020, elle se constitue donc d'un code analytique, d'un numéro de centre de coût, d'un numéro de pièce, d'une date et d'une valeur. Si je prends donc la deuxième, qui est 8301-2021, elle est constituée de la même structure. Alors il faut savoir que toutes les extractions SAP sont constituées de la même structure. Si elles sont constituées de la même structure, alors on peut les compiler. Dans ce cas, c'est OK. Et maintenant, on a le mapping. Alors premièrement, on a le mapping de la société filiale région. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on se met dans une optique où on a une société avec plusieurs filiales. Donc ici, tu vois qu'on a une société qui porte le numéro 83, dont le nom est Greenopel. Et on a donc deux filiales qui sont rattachées à Greenopel, Bol et Oda, sur une région nord. Donc ça, c'est notre mapping. Tu vas vite comprendre après comment on va l'utiliser. Et ensuite, on a un mapping centre de coût code analytique. Alors ça, c'est très contrôle de gestion. On a un numéro de centre de coût qui est le 501, qui est lié donc en fait à la production. Et dans ce centre de coût production, on a deux codes analytiques qui sont liés aux achats de marchandises et aux achats de matières premières. Et on a la même chose sur les services généraux, la logistique et la valorisation. Donc ici, tu vois, je t'ai mis des codes couleurs pour bien te montrer la répartition. Donc finalement, pour un centre de coût, on a plusieurs codes analytiques. Donc ça, c'est important de comprendre la structure des données et de comment elles sont constituées, parce que tu verras qu'on va essayer de bien modéliser les données pour pouvoir avoir un rapport puissant. Donc une fois que tu as fait tout ce travail, c'est-à-dire que tu as pu repérer tous les mappings existants, par exemple un produit avec une désignation, il faut toujours constituer une base unique de mappings qui vont te permettre d'intégrer un modèle en étoile. Tu verras, donc là c'est un peu flou, mais je te montre tout de suite ce qu'est le modèle en étoile. Alors, le modèle en étoile. Globalement, je te l'ai montré tout à l'heure, on a donc plusieurs fichiers. On a un fichier extraction SAP et un fichier de mapping. D'ailleurs, on en a même deux. L'idée, c'est de en fait synchroniser ces tables entre elles pour avoir un modèle en étoile. C'est-à-dire que l'extraction SAP, c'est une table des faits, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir donc toute l'activité de l'entreprise. Dès que tu vas acheter quelque chose, dès que tu vas vendre quelque chose, ça va rentrer dedans. Et ensuite, pour interpréter finalement cette vente ou cet achat, tu as besoin de savoir, ok, par quel centre de coût il est passé et quelle est la désignation du centre de coût. Donc dans ce cas, tu utilises un mapping centre de coût code analytique. Donc ça, en fait, on va le synchroniser sur une clé unique qui est le code analytique. Et on va faire la même chose donc pour les filiales, sur le numéro de filiale. Et on va faire la même chose pour les dates. Alors c'est très important d'avoir un calendrier avec des dates continues. Tu verras, je vais te donner donc un petit script qui te permettra de créer un calendrier avec des dates continues. Et ça, c'est hyper important parce que des fois, il peut arriver qu'il y ait un trou finalement dans ton extraction SAP. Par exemple, je sais pas, moi, le 1er janvier 2021, l'usine n'a pas tourné. Dans ce cas, ce trou généré, Power BI, lui, il va mal l'interpréter et il va pas réussir à te faire des calculs, ce qu'on appelle de time intelligence. Donc c'est important d'avoir des dates continues pour pouvoir faire ces calculs-là. Donc voilà globalement comment on va articuler nos tables. Donc j'espère que tu as compris le modèle. De toute façon, on va passer à la pratique. Avant d'aller full pratique, je préfère te faire encore un peu de théorie. Désolé pour ça, mais tu vas voir, c'est très rapide. Toujours sous forme de schéma. Je vais te montrer donc quelle est la roadmap de la data, c'est-à-dire
le chemin que l'on va faire pour arriver à notre application publiée. Donc premièrement, notre première étape, c'est de lire la donnée brute. Donc là, c'est ce qu'on a fait, on s'est connecté au SharePoint. Alors on n'a pas encore totalement lu parce que tu verras que finalement, on a juste parcouru l'intégralité des fichiers sur le SharePoint. Donc la première étape, c'est la lecture, puis le nettoyage, c'est-à-dire qu'on va nettoyer la donnée. Dès lors qu'il va y avoir des vides, on va les enlever. Quand il va y avoir des caractères spéciaux, on va les traiter, etc. etc. Ensuite, on va enrichir la donnée, c'est-à-dire que par exemple, est-ce qu'on a besoin finalement de faire l'équivalent d'une recherche V? Est-ce qu'on a besoin de faire un calcul, par exemple, j'ai une quantité fois un prix unitaire? Est-ce que j'ai besoin de faire tout ça? Donc ça, c'est la phase d'enrichissement. Et puis ensuite, comme je te disais, on rentre dans Power BI. Donc là, ici, on est sur la partie Power Query. Et sur la partie Power BI, on va commencer à modéliser. La modélisation, comme je viens de te le dire, c'est le schéma en étoile qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, on va pouvoir faire nos calculs d'axes. Tu verras, nos calculs d'axes, ça nous permettra de faire des graphiques, ça nous permettra de faire des mesures rapides, etc. Donc, une fois qu'on a nos calculs d'axes, on va pouvoir visualiser, c'est-à-dire créer l'application desktop, puis créer l'application mobile, et puis enfin, on va publier l'application online. Voilà, ça c'est le schéma à retenir, c'est la roadmap de la data. Donc si on revient sur notre Power Query, on a dit qu'il fallait qu'on isole finalement les extractions. Alors très simplement, on va cliquer sur la petite flèche ici de Name, et puis on va lui dire filtre textuel contient extraction. C'est-à-dire qu'en fait, on va isoler toutes les extractions pour finalement ne récupérer qu'elles, et puis on va les combiner. Alors pour les combiner, tu as ici deux petites flèches qui pointent vers le bas, il te suffit de cliquer dessus pour combiner les fichiers, et il va te constituer donc une base entière liée à toutes tes extractions SAP. Donc là, il t'ouvre une nouvelle fenêtre qui t'indique en fait ce qu'il a trouvé. Alors tous les onglets s'appellent SAP, donc c'est parfait. Il va pouvoir tout synchroniser. OK. Voilà, donc là, il est en train de travailler, il est en train de tout combiner. Voilà, super. Et donc là, il nous sort une base de données complète avec toutes nos extractions combinées. Donc pour vérifier qu'il t'a bien combiné tous les fichiers, il te suffit d'aller dans Source Name ici et de voir, en faisant charge en plus, qu'il y a bien toutes les extractions. Donc ça, c'est parfait. Donc là, je t'invite à, sur ta gauche, renommer cette requête en l'appelant, par exemple, base de données SAP. Donc maintenant, il va falloir aller chercher nos mappings. Alors pour ça, très simplement, on va reproduire le flux, on va faire clic droit, dupliquer. Donc là, il va te dupliquer finalement le même flux. Sauf que nous, ça ne nous intéresse pas d'avoir les extractions, on veut uniquement les mappings. Donc pour ça, il suffit de shooter finalement les étapes qui ont suivi la filtration. Et on va retourner sur cette étape où on a filtré sur extraction. Et en fait, on va changer. On va filtrer sur map centre de coût analytique pour ne récupérer qu'elle. Donc on va lui dire contient map centre de coût con analytique. OK. Donc là, normalement, il te prend un seul fichier. Tu vas faire la même opération, combiner. Donc là, pareil, il t'ouvre donc une nouvelle fenêtre. Hop, tu choisis l'onglet qui t'intéresse. Alors, tu vois qu'il y a deux propositions. Une première proposition qui concerne donc une table en fait détectée automatiquement par Power BI et une deuxième proposition qui est en fait la feuille sans structure. Honnêtement, pour avoir testé les deux, je te conseille de prendre la deuxième option qui est finalement de prendre la feuille. Puisque une fois il m'est arrivé en fait de prendre la détection de table et en fait il avait tout simplement pas détecté une colonne en fait qui était un peu éloignée et du coup je l'ai perdu. Donc vraiment je te conseille de prendre la feuille quitte à finalement retravailler la structure après. Ok, donc lui on va pouvoir finalement la renommer mapping centre de coût. Map centre de coût. Voilà, tout simplement. Donc là, je vois qu'il y a pas mal de vides. Donc ça, tu vois, il faudra les traiter et on le verra tout à l'heure. Premièrement, on fait la lecture. Si tu te rappelles dans le schéma, premièrement, lire toute la donnée, ensuite on nettoie. Donc là, on continue. On va faire exactement la même chose, dupliquer, mais cette fois, on va aller chercher donc notre deuxième mapping qui est le mapping des filiales. Donc, on va shooter les étapes qui ne nous intéressent pas jusque la ligne filtrée. Et puis ici, il suffit de cliquer sur la petite molette pour filtrer sur Map Société Filiale. On va pouvoir combiner le fichier.
Ok, donc une fois que c'est fait, pareil, on va renommer map centre. Alors non, pas map centre, map société filiale. Voilà. Donc là, c'est bon, on a nos 3 tables. Donc maintenant, on va passer sur l'aspect nettoyage. Donc on va commencer par notre première table. Donc premièrement, on a besoin de récupérer nos numéros de société et filiale. Donc tout à l'heure, tu vois, je t'ai montré le mapping. En fait, la société, elle porte un numéro, 83, et la filiale porte un autre numéro qui est juste derrière, le 02 ou le 01. Tu vois, on l'a vu ici, 83, et ensuite on a 1 et 2. Donc nous, il faut qu'on récupère finalement ce numéro-là, parce que sinon, en fait, on ne peut pas interpréter. C'est-à-dire que si tu supprimes source name, tu ne sais plus, en fait, de qui viennent les coups. Donc ça, c'est hyper important. Donc pour sélectionner ça, on va utiliser un outil hyper simple. Il suffit donc de faire clic droit, et on va faire fractionner la colonne. Et tu vas voir qu'on a plusieurs choix, et on va faire fractionner la colonne par délimiteur. En fait, on va utiliser le petit underscore qui est présent, le tiré du bas, pour fractionner à chaque tiré du bas. Ça va nous permettre d'isoler pas mal de choses. Donc là, on va faire OK. Tu vas voir qu'en fait, il t'a détecté automatiquement le délimiteur, sinon il faut le rentrer. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien, il nous a splitté à chaque délimiteur. Et donc, on va commencer à se dire, OK, ça nous sert pas, ça nous sert pas. Clic droit, supprimer les colonnes. Donc là, on continue. Donc la source name 83, on va le passer en texte, voilà, pour que ça soit bien propre. OK, on va l'appeler donc finalement numéro société, voilà. Ensuite, on a donc celui-là qui est notre numéro de filiale. Donc là, pareil, on va le passer en texte pour avoir le 02. Donc là, on voit qu'on a perdu le 0 devant le 2, ce qui peut arriver en fait quand Power BI détecte automatiquement la colonne. C'est qu'il passe automatiquement en décimale. Donc ça, c'est un peu chiant. Et ce qu'on peut faire, c'est de supprimer ici la détection automatique. En fait, si on remonte un peu dans les étapes, on voit que quand on a fractionné la colonne, il a fait un type modifié. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fractionnement, il a pris la colonne, il a pris les 1000 premières lignes, je crois, et il a détecté automatiquement un format. Donc ça, c'est faux. Et on peut l'enlever de base pour après le faire nous-mêmes. Et donc si on revient sur l'étape, eh bien on reprend notre 02. Ensuite, on va aussi garder l'année. Donc tu vois qu'ici on a le point .xlsx qui est ennuyant. Et bien tout simplement, comme dans Excel, pour l'enlever, clic droit et on va faire remplacer les valeurs. .xlsx remplacé par rien du tout. Donc là, ça te permet finalement d'enlever ce point .xlsx et puis on va le laisser pour le moment en texte. Donc là, je t'invite à renommer aussi ici le numéro filiale. Ici, on va l'appeler année. Et donc là, il faut parcourir en fait finalement l'ensemble des colonnes et de voir si tout est OK. Donc le code analytique, nous, on va le mettre en texte. Alors c'est comme tu veux, soit on passe tout en nombre, soit on passe tout en texte. Ici, je préfère tout passer en texte. C'est plus simple pour faire après les clés, les matchings, etc. Donc hop, on passe en texte. Numéro de pièce, c'est bon, il est en texte. La date, elle est bonne, mais je la force quand même. Voilà. Et tu verras, en fait, tu as une petite barre ici, je te l'ai pas dit, qui est présent juste en dessous du nom. Et si tu places ta souris dessus, en fait, ça te permet finalement d'avoir un indicateur qualité de ta colonne, parce que des fois, il peut y avoir des vides dans ta colonne, des erreurs, ou alors elles sont valides. Donc, quand elles sont valides, c'est vert. Quand il y a des erreurs, c'est rouge. Et quand il y a du vide, c'est noir. Donc, je crois que tu as une colonne tout au bout qui est noire. Tu vois, en fait, c'est qu'elle est totalement vide. Quand tu mets ta souris dessus, 1000 vide, 100%. Tu vois, clairement, c'est une colonne qu'on pourra supprimer. Concernant les valeurs, donc là, on est bien sur un nombre décimal, c'est nickel. Et là, il nous suffit donc de supprimer cette dernière colonne. Donc là, je pense qu'on est quasiment propre sur cette base de données-là. Donc tu verras en fait qu'ici, sur ton étape de droite, comme je te disais, tu as l'étape appliquée. Alors n'oublie pas de l'activer si elle est désactivée, je te l'ai montré tout à l'heure. Et tu vois qu'en fait, on a généré pas mal d'étapes. C'est ce qu'on appelle du low-code, en fait. Tous les petits boutons sur lesquels tu vas cliquer, les fameux clics droits fractionnés, les clics droits supprimés, etc., ça va te générer du code en arrière-plan.
Et ce code, en fait, tu peux le retrouver tout simplement dans l'éditeur avancé ici. Il suffit de cliquer dessus, ça va t'ouvrir une fenêtre, et voilà. Voilà ce que tu vas avoir derrière. Donc ça s'appelle du langage M. Donc nous, on va retourner donc dans notre interface, et puis on va continuer. On va faire le mapping centre de coût. Alors ici, est-ce que dans le source name, on a quelque chose à reprendre? Non. Donc dans ce cas, on peut supprimer directement la colonne, si on n'en a pas besoin. Ensuite, ici, on a une clé. Alors ça, c'est la clé finalement unique qui nous permet de rassembler le centre de coût et le code analytique. Donc ça, hyper important quand on veut faire des matchings. Je pense que tu as un petit niveau sur Excel et tu sais très bien que du coup, pour faire des recherches V, tu es obligé d'avoir des clés uniques. Et bien ici, c'est le même principe. Tu verras que tout à l'heure, on va faire un calcul dans notre base de données SAP. Donc ici, on va tout passer en texte pour rester cohérent. On va ici, donc pareil, passer cela en texte. Ça, c'est bien en texte. Le code analytique, également en texte. Et ça, c'est bien en texte. Donc là, tu vois par contre qu'on a des nuls. Alors ça peut être lié finalement à des cellules actives dans ton fichier, Excel. Et dans ce cas, Power BI te détecte en fait, tout simplement, des cellules qui sont actives et il te les met comme vides. Donc très simplement, pour enlever les vides, il suffit ici d'aller dans le filtre ici et de lui dire tout simplement supprime les éléments vides. Tac. Et automatiquement, il t'a nettoyé la base. Donc là, je pense qu'on est propre aussi. Il ne reste plus que donc de map société. Comme d'habitude, le source name ici ne sert à rien, donc je te l'invite à supprimer. Ici, on va passer en texte. Ici, en texte également. Alors, si tu veux aller plus vite, tu peux faire CTRL, tu appuies sur CTRL, clic gauche, et tu sélectionnes, et puis tu fais clic droit, et puis tu dis passer tout en texte. Modifier le type texte. Voilà, ça te permet d'aller beaucoup plus vite si tu as plus de colonnes. Donc, une fois que tout est prêt, on retourne, on regarde dans notre étape. On a fait finalement la lecture, on a fait le nettoyage, il ne reste plus que l'enrichissement. Alors, qu'est-ce qu'on aurait à enrichir? Premièrement, est-ce que ça serait pas intéressant de rapatrier notre désignation finalement de société dans notre base de données SAP? Donc moi je vais le faire pour te montrer un peu finalement les fonctionnalités, ça va être l'équivalent d'une recherche V, et après on va pouvoir faire notre calcul pour faire nos différentes clés de matching. Donc, très simplement, tu vas aller sur ta base principale et tu vas aller donc tout à droite ici et il y a marqué fusionner des requêtes. Alors fusionner des requêtes, on va faire fusionner des requêtes tout seul, voilà, parce qu'il y a aussi fusionner des requêtes comme étant nouvelles, mais ici on va travailler sur cette base-là. Et ici il te suffit de sélectionner finalement tes clés de matching. Alors tout simplement, nous on va prendre en deuxième table notre map société filiale et l'idée ici c'est de rapatrier le nom de la société par rapport au numéro. Alors entre les deux bases, finalement, notre clé de matching, c'est le numéro de société. Donc il te suffit de prendre les deux et de choisir externe gauche par défaut. Et ici, de faire OK. Et tu vois qu'ici, donc, il te fait aussi une correspondance, il te fait une aperçu finalement, et donc on a 19 728 lignes qui matchent avec 19 728 lignes. Ça veut dire qu'en fait, il a quasiment matché finalement l'intégralité de la base. Il te suffit de cliquer sur OK, et tu vas voir que sur ta droite, il va te mettre donc une colonne ici, et ici tu vas avoir deux petites flèches en fait qui partent à gauche et à droite, qui te permettent finalement d'expand la colonne. Donc tu cliques dessus et tu choisis ce que tu as envie de rapatrier. Donc moi, j'ai tout simplement envie de rapatrier le nom simplement de la société, puisqu'avec le 83, on ne pourra pas aller chercher les filiales. Et il te suffit aussi de décocher utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe, parce qu'en réalité ici on n'en a pas beaucoup, donc ça ne sert pas à grand chose. Et tu peux faire OK. Et donc là, je t'ai montré l'équivalent de la recherche V finalement dans Power Query. Donc sache que c'est beaucoup plus puissant. Tu peux le faire sur 100 000 lignes sans trop de problèmes, alors que dans un fichier Excel, ça commence à être compliqué. Alors je sais, tu vas me dire index equiv. Pareil, index equiv, j'ai pu le faire aussi sur Excel. Et avec du retour d'expérience, Power BI, c'est quand même plus puissant. Donc voilà ce que je voulais te montrer. Et puis ensuite, donc, on va continuer. Donc, est-ce qu'on a besoin d'enrichir, en tout cas cette table-là, non, puisque c'est un mapping. Celle-ci non plus. Donc, on continue dans notre base de données SAP. Et on va commencer donc à faire nos clés de matching. Donc, comme tu le vois dans Map Centre de coût, on a une clé ici qui est constituée donc du numéro de centre de coût et du code analytique. Donc, nous, on va faire la même chose dans notre base de données SAP pour pouvoir finalement récupérer la désignation du centre de coût et la désignation du code analytique, parce qu'aujourd'hui on ne l'a pas. C'est-à-dire que là, on a le code 100, mais on ne sait pas du tout de où ça vient, et donc du coup pour analyser et faire nos visuels,
c'est un peu compliqué. Et donc on doit faire une relation entre ces deux tables. Donc on va faire finalement une colonne personnalisée, tout simplement, et on va lui dire, ben tu m'ajoutes le code analytique et le numéro de centre de coût. Donc tu vas aller dans ajouter une colonne ici en haut, et tu vas faire colonne personnalisée. Très simplement, tu vas nommer le nom de ta nouvelle colonne, donc on va l'appeler clé map centre C pour comprendre pour coût, et on va sélectionner les colonnes qui sont à notre disposition sur le volet de droite. Et donc on a dit c'est le numéro de centre de coût plus le code analytique. Donc, comme dans Excel, hein, avec le signe et on fait OK. Et donc tu vois qu'il vient de te créer donc la clé de matching ici. N'oublie pas de forcer le format dès qu'il a un format ABC 1, 2, 3. C'est un format mixte et ce format n'est pas vraiment un bon format. Vaut mieux forcer les colonnes. Donc là on force et on met en texte. Et donc tu vois que toutes ces étapes générées, là franchement si tu retournes dans 3 mois, tu comprends plus rien. La bonne pratique, c'est de renommer tes étapes. Tu peux le faire tout simplement en faisant clic droit, renommer. Et là, au lieu d'écrire personnaliser, ajouter comme c'était écrit, parce que ça veut strictement rien dire, tu peux dire, premièrement, un verbe, tiré du milieu. Et là, tu peux préciser le nom de ta colonne. Donc, par exemple, on a ajouté la colonne clé, map, centre C. Voilà, et tout simplement. Et ça te permet finalement, voilà, de donner des indications sur ce que tu as voulu faire. Peut-être que demain, un collègue à toi voudra rentrer dans le fichier et comprendre aussi ce que tu as voulu faire. C'est une bonne pratique en tout cas de renommer les étapes appliquées. Donc une fois qu'on a fait cette clé, on en a une autre à faire, c'est la clé qui rassemble la société et la filiale. Donc la société et la filiale, donc on va le faire tout simplement. Donc pareil, colonne personnalisée, on va l'appeler clé map société filiale. Et pareil, on va choisir donc le numéro de la société plus le numéro de filiale. Ok, et donc là, on a bien notre clé ici qui est générée. Comme d'habitude, on force en texte. Donc là, je renomme pas l'étape pour que ce soit pas trop barbant, mais en tout cas, bonne pratique, tu le sais, de renommer ces étapes. Alors je pense que dans la phase d'enrichissement, on est plutôt bon. On a fait nos clés, on a rapatrié le nom comme je t'ai montré, et puis on est globalement propre partout. Donc dans le schéma de la data où on peut se trouver. Ok, donc là au niveau de l'enrichissement, je pense que c'est terminé. On va passer à la modélisation. Donc comme je te disais, la modélisation c'est dans Power BI et non dans Power Query. Donc il te suffit de faire fermer et appliquer pour charger finalement l'ensemble des données que tu as nettoyées dans Power BI. Et donc pour vérifier qu'en tout cas tout est bon, il te suffit juste de cliquer sur actualiser pour relancer finalement donc, tout ton script M qui va en fait se connecter au SharePoint, lire des données, faire les filtres que l'on a fait, faire donc tous les retraitements que l'on a fait précédemment et tu vois qu'en fait tous les checks étaient verts. Donc là on est OK. Donc maintenant on passe, comme on l'a vu donc dans notre schéma, à la modélisation. Donc la modélisation, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la vue modèle qui est présent ici. Donc d'ailleurs, on a une relation qui est déjà faite. Je t'invite à la supprimer parce qu'on va la faire nous-mêmes. Hop, supprimer. Et donc ce qu'on va faire, on va donc synchroniser nos différentes tables. Alors je te conseille donc de mettre finalement tes maps en haut et ta base de données au centre. Donc on va synchroniser premièrement notre clé centre de coût. Donc c'est entre clé map centre de coût et la clé qui est présente dans la table centre de coût. Il te suffit de faire un glisser-déposer, peu importe le sens, dans tous les cas il va te détecter un sens automatique qui sera le meilleur pour toi. Glisser-déposer sur le champ présent. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a plusieurs choses. Premièrement, on a donc une relation déjà entre les deux tables, mais on a aussi un 1 qui est présent ici et plusieurs, en fait l'aspect petite étoile qui veut dire plusieurs ici, et un sens de filtration. Alors c'est très simple, ça veut dire finalement qu'il a trouvé une valeur d'entrée unique ici et plusieurs valeurs qui correspondent à cette valeur d'entrée unique ici. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Ce qui est logique en fait, puisqu'on a plusieurs faits dans notre table. Par contre ici c'est bien un mapping, donc la valeur doit être unique. Et ici c'est le sens de filtration, c'est-à-dire qu'en fait, qui va filtrer l'autre? Eh bien c'est bien map centre de coût qui va être un segment de notre base SAP. On va faire la même chose de l'autre côté en prenant la clé map société filiale vers la clé map société filiale. Et donc là, on a la même chose. Donc jusque là, on est OK. Qu'est-ce qui nous manque dans notre modèle? Si on retourne un peu sur le schéma que je t'avais présenté tout à l'heure de l'étoile, on avait donc un peu synthétisé finalement ce qu'il était possible de faire et on s'était dit qu'il fallait absolument des dates continues.
Et bien c'est maintenant que je vais te donner le petit script qui fait plaisir pour créer un calendrier automatique. On va retourner ici dans obtenir les données, mais cette fois on ne va pas aller chercher un SharePoint, on va faire requête vide. Donc on retourne dans l'éditeur Power Query. Une fois qu'on a créé donc notre requête, il suffit de cliquer sur l'éditeur avancé et je vais aller chercher un code qui sera aussi présent en description que tu pourras récupérer. Donc tout simplement, je vais aller chercher un code M qui s'appelle calendrier jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'ai juste à copier. Encore une fois, je te dis, il sera présent en description et tu pourras le récupérer pour faire en même temps que moi. Et il te suffit de coller l'intégralité en écrasant ce qui était déjà écrit dans la boîte de dialogue. Et là, on me clique sur OK. Et donc là, il nous demande de commencer à une date donnée. Donc on a vu que finalement, nos extractions commençaient à 2020. Donc ce que je te conseille, c'est de prendre un peu plus large. Et ce que tu peux faire, c'est de prendre justement au 1er janvier 2019. Comme ça te permet donc d'appeler toutes les dates jusqu'à aujourd'hui. Et là, tu fais appeler. Et donc, tu vois qu'il t'a généré un calendrier automatique. Donc là, c'est top parce que tu as plusieurs formats mis à disposition. Et ça va te permettre de créer des graphiques ou de synchroniser avec des dates un peu spéciales des fois dans des extractions qui peuvent exister. Donc là, je t'invite à renommer ici la requête calendrier. Comme ça, on est au clair. Alors, on va réduire un peu tout ça. Donc il faut savoir que tout ce qu'il y a ici, transformer à chaque fois les fichiers à partir de... C'est des fichiers d'exemple et tu vas pas pouvoir les supprimer. Par contre, l'erreur des requêtes, ça tu vas pouvoir le supprimer. Tu vas pouvoir faire clic droit, supprimer le groupe. Donc ça, on fait un peu de nettoyage. Deuxièmement, on va essayer de ranger un petit peu. On va premièrement ranger finalement par catégorie. Alors, si tu avais beaucoup de sources de données, tu aurais pu ranger par source de données, c'est-à-dire par exemple serveur SQL, SharePoint, serveur local, etc., etc. Ou alors, tu aurais pu ranger tout simplement par catégorie de fichiers. Si en l'occurrence, c'est ce qu'on va faire. On va faire donc clic droit. On va faire nouveau groupe. Et ici, on va lui dire, en fait, on va l'appeler tout simplement table SAP. On va lui mettre un numéro pour que ça soit rangé dans l'ordre. Et on va l'appeler table SAP. OK. Donc là, en fait, il te crée un dossier et il te suffit de drag and drop ou glisser-déposer dans le dossier spécifique. On va faire un autre dossier, clic droit, nouveau groupe, et on va l'appeler cette fois 02 map, pour ranger finalement tous les mappings. Alors tu vois qu'ici on peut rentrer une description, honnêtement c'est aussi bonne pratique. On peut lui dire dossier contenant tous les mappings du modèle. OK. Et on va y glisser donc finalement notre map centre de coût et notre map société filiale. Voilà. Et ici on peut laisser autre requête si on a envie. On fait fermer et appliquer et puis on va continuer la modélisation. Donc notre table est créée sur notre droite ici. Donc tu peux te déplacer avec la barre latérale. Et on va donc connecter notre clé de matching entre les deux tables. Et tu l'as bien vu, c'est la date. Donc là il suffit de faire un glisser-déposer et forcément de bien checker aussi le sens et forcément que ça soit de 1 à plusieurs parce qu'ici on a bien une date unique et ici on a plusieurs dates. Donc là tu vois, on a notre schéma en étoile que l'on avait finalement écrit sur papier avant et on l'a bien reproduit. Donc ça c'est top. Il suffit donc de retourner maintenant dans la vue rapport et puis si on contrôle notre schéma de la roadmap, on a donc la modélisation qui est faite. Et bien en fait on va pouvoir passer au calcul d'axe. Hop, je profite de ce petit moment pour te faire une petite minute de pause. Je ne vais pas te parler de NordVPN, t'inquiète pas. Si tu es intéressé par Power BI et que tu veux en apprendre plus, j'ai créé avec Maxime Blasco un média en ligne qui s'appelle formationpowerbi.fr. Tout simplement, on traite de Power BI dans le monde du contrôle de gestion. À l'intérieur de ce média, on y retrouve des articles, une newsletter et un Slack, une communauté de contrôleurs de gestion heureux. Alors rejoins-nous si ça t'intéresse. Et puis bien évidemment, mets un petit like sur la vidéo si tu apprends quelque chose. Allez, c'est parti! Et donc tout de suite, je vais te montrer finalement l'avantage de la modélisation. Très simplement, je vais inclure une table dans le visuel et je vais y glisser quelques valeurs.
Tu te rappelles, dans notre base de données SAP, on n'avait pas la désignation du centre de coût ni la désignation du code analytique. Et bien très simplement, on va choisir le code analytique dans notre base de données et on va aller chercher la désignation dans notre centre de coût. Et là, on a bien un matching. Pour autant, on n'a pas fait un appel dans la table dans Power Query. C'est juste grâce à nos deux clés de matching entre les deux tables, ça te permet d'appeler les données qui t'intéressent. Et donc forcément, tu vas pouvoir placer les valeurs en face et pouvoir analyser au code analytique. Idem, si tu mets ici les numéros de filiales, tu vas pouvoir splitter par filiale. Bref, tu l'as compris, la modélisation, c'est important et ça va nous permettre aussi de faire nos calculs d'axes. Donc avant de commencer quoi que ce soit dans Power BI, il faut premièrement penser à l'utilisateur, c'est-à-dire qui sera ton utilisateur final, comment va-t-il interagir avec l'application. Est-ce qu'il a besoin d'une application mobile? Est-ce que toi aussi tu as besoin d'une application mobile? Dans ce cas, si oui, il faut penser mobile dès le départ, parce que tu verras que ton application PC va déterminer ton application mobile. On va le voir tout à l'heure. Donc la bonne pratique, c'est de travailler sous forme de widget. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais dans Windows 11, ils ont intégré des widgets. L'iPhone, depuis un moment, c'est des widgets. C'est la bonne pratique. C'est un visuel très simple, très épuré, avec un indicateur macro, quelques autres indicateurs à côté, par exemple une variation versus N-1. Mais ça te permet très simplement d'avoir la météo du jour ou encore l'évolution de ton chiffre d'affaires sur le mois. Et donc pour travailler sous forme de widget, on va finalement insérer des formes. En fait, notre but ici, c'est de faire le wireframe. Le wireframe, c'est-à-dire le squelette de l'application. Donc on va tout simplement dégrossir l'application en plaçant des éléments comme ça. Donc premièrement, on va déterminer finalement un peu près la taille de notre widget. Donc ici, on va déterminer cette taille-là. On va lui dire, bah écoute, tu me mets 3 widgets comme ça. Voilà, il suffit de les sélectionner et de les déplacer. On va se mettre un autre graphique sur le côté un peu plus grand. Donc tu vois qu'on va devoir travailler un peu sur la largeur. Donc là, on va peut-être réduire un peu le KPI. Voilà, donc je t'invite à le placer en dessous pour avoir la bonne taille. Tac, de le resserrer un petit peu pour gagner de l'espace. Hop, donc ici vraiment le but c'est de disposer de façon grosso modo les éléments pour pouvoir créer notre application. Et donc ici on va pouvoir aller gratter un peu de graphique. Voilà, hop, pour avoir à peu près le même écartement. Au-dessus, on va faire donc une barre en fait avec le titre finalement de notre page, mais aussi les différents filtres que nous aurons mis à disposition de l'utilisateur. Donc on va remonter un petit peu ça. Hop, voilà. On essaye de le centrer à peu près. Ok. Et puis il ne nous reste plus qu'à insérer donc un autre graphique ici. Donc ici je vois bien un petit graphique à barre qui viendrait compléter ou un graphique en courbe notre application. Donc là globalement on a notre application. Il suffit tout simplement de dupliquer la page, donc en copiant la page, et ça nous crée donc un doublon de cette page. Et ça va être notre base de travail. Donc ici on va pouvoir l'appeler wireframe, et ici on va l'appeler pour l'instant application. Donc on va travailler cette barre là dans un premier temps. On va premièrement peut-être pas lui mettre un bleu aussi pétant, on va peut-être lui mettre un orange un peu plus estompé, on va dire. Alors ici on va pas faire un travail de couleur parce que ça prendrait beaucoup de temps. Le design c'est aussi ce qui est très long dans des projets. Donc on va faire global comme ça, hein. Donc t'étonne pas si les couleurs sont pas très jolies, mais on va faire rapido. Alors dans le visuel, la première chose à faire c'est de contraster nos éléments. Donc c'est de jouer finalement avec l'arrière-plan et de le foncir. Donc on va cliquer dans le vide à côté, on va aller dans format, arrière-plan du canevas, et ici on va choisir une couleur qui va être F3. Donc là on a entré la couleur, mais tu vois qu'il ne s'est rien passé, tout simplement parce qu'ici la transparence est à 100%, donc je t'invite à la mettre à 0%. Et donc tu vois que tout de suite il y a une différence entre le blanc et la couleur que l'on vient de rentrer. Donc déjà ça te permet de créer un peu de contraste. Secondo, les KPI carré bleu comme ça, on va pas mettre un chiffre dessus, ça va pas faire très joli. Donc on va utiliser tout simplement le blanc. On va aller donc dans style, remplir couleur, et on va mettre blanc. Attention à la bordure qui est ici automatique, il faut la désactiver.
On va arrondir notre KPI, donc ici dans Forme, on va pouvoir faire coin arrondi et placer un arrondi de 8. Et tout simplement, ici, on va supprimer et on va faire CTRL-C, CTRL-V, ça ira beaucoup plus vite, voilà, pour replacer nos éléments. Ok, on va faire idem pour les autres, donc ici le CTRL-C, CTRL-V est un peu compliqué puisque du coup ils n'ont pas la même forme. Donc ce que je te conseille, c'est de retourner dans l'accueil, de cliquer sur le visuel qui t'intéresse, et comme dans Excel, il y a la mise en forme automatique avec le petit pinceau ici. Hop, tu cliques sur ce qui t'intéresse, tu cliques sur le pinceau et tu cliques sur l'élément que tu as envie de transformer. Voilà, donc là on est en train de maqueter tout doucement notre application. Donc la barre ici est peut-être un peu voyante. Donc ce qu'on va faire, c'est peut-être qu'on va la passer aussi en blanc pour changer. Donc premièrement, on va donner un titre à cette page. Donc on va se servir finalement de la bande du dessus qui aura en fait, on aura aussi les différents segments dans cette barre-là. Mais on va rentrer le titre qui nous intéresse. Donc là on va dans Forme, Style, Texte. Et là, on active le texte. Et ici, on remplit ce qu'on a envie de remplir. Donc ici, on va l'appeler tout simplement Application Test. Tu vois qu'il n'y a rien qui s'écrit parce qu'en fait, l'écriture, elle est blanche. Ce qui te reste à faire, c'est de passer la couleur en noir et de changer par exemple la police. Donc on va mettre DIN et on va mettre DIN par exemple 25. On va pouvoir gérer aussi l'alignement horizontal, l'alignement vertical. Donc ici, nous, on va le mettre par exemple tout à droite. Et tu vois que tu vas pouvoir aussi gérer les marges. Ici, tu vas pouvoir lui dire, mets-moi un peu de marge, tant de pixels. Donc ici, on va mettre, l'idée, c'est finalement d'aligner le A avec le premier widget pour une question de cohérence visuelle. Donc là, on va lui mettre, voilà, hop, à peu près 33 pixels. Alors, c'est du à peu près, hein. Mais voilà, ça te permet d'aligner le A avec le premier KPI. Et ici, on mettra nos différents segments qui nous permettront de sélectionner notre filiale correspondante et notre société et notre année. Donc il y aura 3 segments. Donc on va les faire tout de suite. Donc pour créer un segment, très simplement, on va utiliser le visuel qui s'appelle segment. On va le placer comme on le souhaite. On va en mettre un ici. Donc toujours ici, respecter également la fin du visuel. Et on va placer finalement notre désignation de filiale, qui est le nom de, je crois. Voilà, c'est ça. Donc là, on a Bol et Oda, donc c'est bien le nom de notre filiale. Donc premièrement, on va créer une liste déroulante. Ici, tu vois que c'est juste une liste à cocher. Pour créer une liste déroulante, il te suffit de cliquer sur la petite flèche en bas et de faire liste déroulante. Donc là, on va peut-être enlever premièrement le titre ici qui ne sert à rien. Donc là, je t'invite à aller dans Objet visuel, en tête de segment, et ici, de désactiver tout simplement l'en-tête de segment. Là, on va pouvoir gratter un peu, hop, de place et de pouvoir le centrer par rapport au titre. Ok, donc là, tu vois que tu as la possibilité de choisir soit l'une, soit l'autre. Ou les deux en faisant CTRL-clic et comme ça, tu as plusieurs sélections. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser aussi une couleur un peu spéciale pour tout ce qui va être bouton où l'utilisateur va pouvoir interagir avec. Donc clairement ici, on va se mettre un petit jaune, tu vois, qui sort un peu du lot. Donc tu vas aller dans l'onglet Format, Valeur, Arrière-plan. Et la couleur, on va choisir un jaune ici qui est présent. Alors ils sont pas super beaux, mais on va prendre celui-là. Et on va renforcer un peu les valeurs. Donc là, je t'invite à mettre en gras. Et on va rester sur du DIN en 13. Donc maintenant qu'on a fait notre premier segment, qui consiste finalement à filtrer sur les filiales, on va faire notre deuxième segment, qui est donc de filtrer sur une année spécifique. Donc là, on va mettre juste avant l'année. Donc on va utiliser le calendrier et on va utiliser le champ date. Donc là, il suffit de faire hop, glisser, déposer dans le champ. Et tu vois qu'ici, il te présente toutes les dates qu'il a trouvées. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc ce que je te conseille, c'est de cliquer sur le visuel, de retourner dans le champ, de cliquer sur la petite flèche ici et de mettre date hiérarchie. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas te faire des dates continues, mais une hiérarchie de dates. C'est-à-dire que c'est année, ensuite les trimestres, les mois, puis les jours. Ce qui te permet ensuite de shooter ce qui ne t'intéresse pas. Typiquement ici, les jours, ça ne nous intéresse pas, les mois non plus, et le trimestre non plus. Donc tu vas laisser que l'année. Et là, tu vois qu'il te présente donc toutes les années présentes dans ton calendrier. Donc ça, c'est top. Donc, on va choisir une année spécifique, par exemple 2022. Ici, à te rappel, on a activé donc dans Style le texte.
On va faire la même chose ici pour placer un titre. Donc ce qu'on va placer dans nos différents widgets, ça va être un titre et une variation par rapport à l'année dernière. C'est tout. Donc on va déjà premièrement placer un autre titre. On peut utiliser le visuel de base dans Power BI en activant le texte ici. Donc on va dans, je te la refais, on clique donc sur le visuel spécifique, on va dans forme, style, texte et il ne reste plus qu'à activer. Donc tu vois ici qu'il y avait déjà marqué test, on va peut-être par exemple l'appeler widget 1. Et on va jouer comme tout à l'heure avec les marges pour le décaler et que ça fasse un peu plus propre. Donc admettons qu'on prenne une marge de 10 sur la gauche et une marge de 10 en haut également. D'ailleurs, je serais tenté de rajouter plutôt 15 sur la gauche. Voilà, donc 15 et 10. Donc ça, c'est notre premier, finalement, widget 1. On va, bien sûr, renforcer un peu le texte. Donc on va laisser en noir, on va utiliser toujours din et on va lui mettre plutôt une taille de 15. Donc c'est parti pour calculer notre premier KPI qui va consister tout simplement à traquer les coûts sur un code analytique spécifique. Alors, on va retourner dans nos données brutes parce que je ne me rappelle plus quels étaient nos codes spécifiques. Donc, map centre de coût. Admettons qu'on veuille traquer notre centre de coût production pour les deux filiales. Très simplement, donc on sait qu'ici on va mettre notre coût de production. Donc on va mettre coût de production. On va créer une première mesure et pour ce faire, il suffit de cliquer sur nouvelle mesure. Ici, tu vas voir que comme dans Excel, tu as une petite barre qui s'affiche, voilà, et c'est ici que tu vas rentrer en fait ta mesure. Donc l'équivalent de somme dans Power BI, c'est sum tout court. Voilà, on dit somme dans Excel, mais dans Power BI, c'est sum. Donc il nous suffit donc de sommer toute la base de données SAP sur le champ valeur. Et donc tu vois que, alors je te la refais, mais en fait quand tu ouvres une parenthèse, il te propose tout ce qu'il trouve en champ de données. Alors attention, des fois tu as des champs de données texte, mais forcément une somme sur un format texte, il ne peut pas sommer. Donc il faut faire attention quand même de sommer la bonne colonne. Donc ici, hop, on va créer donc notre première mesure. Tu vois qu'ici elle s'est mise dans le calendrier parce que c'est la dernière table sur laquelle on s'est mis. Alors ça c'est un peu ennuyant puisque les mesures, ça se met un peu partout. Et donc je vais te donner une astuce pour pouvoir les ranger. Alors suis-moi. On va aller donc dans l'onglet modèle. Ici on va rentrer des données. On va appeler la table mesure. On va faire charger. On va développer le champ. On va donc sélectionner notre table mesure. On va récupérer la mesure que l'on avait créée dans le calendrier. Et on va faire glisser-déposer dans la table mesure. Une fois que l'on a fait ça, il suffit de supprimer la colonne qui ne nous intéresse pas et de faire supprimer du modèle. Et tu vois que naturellement, ta table mesure se transforme et devient donc un petit logo calculette et elle se met tout en haut. Et donc là, en fait, tu as créé une table spécifique pour ranger toutes tes mesures. Alors, bien évidemment, ça ne se range pas automatiquement, sinon ça serait trop facile. Pense à, quand tu crées une nouvelle mesure, à te placer avant dans cette table-là. Tu cliques ici et après tu fais une nouvelle mesure. Parce que si tu cliques ici et que tu fais une nouvelle mesure, cette mesure, elle va se retrouver encore ici et tu vas devoir retourner dans la vue modèle pour faire glisser-déposer pour la remettre au bon endroit. Donc il faut penser systématiquement à cliquer sur la mesure avant et ensuite de faire nouvelle mesure. Tu peux renommer la mesure en faisant clic droit, renommer. Et on va l'appeler somme des coûts. L'ensemble des coûts ne nous intéresse pas puisque nous on veut avoir une spécification sur la production. Donc en fait on va créer des filtres à l'intérieur de cette mesure pour avoir les coûts de production. On va à l'intérieur de cette mesure imbriquer la fonction calculate. Alors c'est la fonction majeure dans Power BI. J'ai fait une vidéo qui traite spécialement de cette formule. Je te mets donc le lien en barre d'infos. Honnêtement, quitte pas tout de suite la vidéo, continue celle-ci et tu regarderas celle-là par la suite. Mais en gros, calculate sum, c'est l'équivalent d'un sum-si dans Excel. Donc en gros, on va faire calculate sum et en fait, on va rentrer les filtres spécifiques qui nous intéressent. Donc nous, on va rentrer tout simplement notre nom de centre de coût en utilisant la map. Donc désignation centre de coût,
on veut qu'il soit égal à production. Donc là, comme on a spécifié un petit peu la mesure, je te conseille de renommer cette mesure en somme coût production ou prod, voilà, pour pas faire trop long. Et donc tout simplement de glisser cette mesure dans le vide pour créer une carte. Donc là, ça matche bien, on a un coût finalement de 353 596. Tu vois que j'ai eu du mal à le lire parce que tous les chiffres sont collés. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de traiter ça tout de suite. Tu vas sur ta mesure et tu fais ici séparateur de milliers. Ce qui permet d'avoir un espace et c'est déjà plus lisible. Secondo, c'est des euros. Donc tu peux le spécifier en cliquant ici et en faisant mesure euro. Terminé. Et ça te permet d'avoir le petit signe euro à la suite. Maintenant, ça c'est fait, tu vois bien que cette carte-là, on ne peut pas la mettre à l'intérieur du widget. Comme je te l'ai dit, c'est un widget, c'est un numéro, ça peut être un graphique, mais ici, dans le coût de production, on veut seulement un numéro macro. Donc il te suffit tout simplement de rester sur ton visuel ici en graph bar et de cliquer sur 1, 2, 3 pour le transformer. Et donc là, automatiquement, tac, tu as créé ton premier chiffre macro. On va un peu le pimper, on va lui enlever l'étiquette de la catégorie, c'est ce qui se trouve en dessous. Et puis on va lui enlever l'arrière-plan, automatiquement, ça ne sert à rien en fait, puisqu'on va le placer sur un widget. Et alors il faut faire attention, est-ce que la bordure était activée? Non, donc ça c'est bon. Et puis on va le réduire un petit peu parce que on va le faire rentrer dans la carte. Tu vois, il est peut-être un peu gros pour la carte, donc on va le réduire. Donc dans objet visuel, valeur de la légende, et ici on va pouvoir régler. Donc là on reste sur du DIN, on va le mettre en gras pour renforcer un petit peu, et puis on va abaisser la police. Alors honnêtement, on peut directement abaisser à 30, et on se placera du coup la petite variation juste en dessous. Donc là il nous suffit juste de le centrer à peu près, voilà. Donc maintenant on va se faire la variation par rapport à n-1. On va utiliser la même base de mesure, mais on va inclure un filtre supplémentaire. Ici, il n'y a pas la possibilité, malheureusement, de faire 3 petits points dupliqués. Tu vois, c'est pas ce qu'ils ont mis encore dans leur mise à jour. Peut-être que ça viendra au cours de l'année. Mais ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur ta mesure et ici de faire CTRL-C et puis de faire directement nouvelle mesure ici, puis CTRL-V. On va l'appeler SUMCoûtProd n-1 et donc c'est égal à calculate sum valeur map centre de coût production. Mais cette fois, on va donc supprimer la parenthèse, mettre une virgule et inclure un filtre un peu spécifique qui s'appelle same period last year. Donc en fait, c'est une formule qui permet de rapatrier les dates de l'année précédente. Et donc là, on va sélectionner same period last year, on va sélectionner notre calendrier avec la colonne date. Et on va fermer la parenthèse. Donc là, si on teste un peu, il suffit de faire CTRL-C, CTRL-V, de le placer à côté et finalement de switcher cette valeur avec cette valeur. Et donc là, on a notre valeur de l'année dernière. Donc il suffit finalement ici de faire séparateur de milliers et de mettre en devise pour que tout soit open. Alors, on aurait pu aussi utiliser le format ici, hein, c'est plus rapide, mais c'était pour te refaire le flux. Donc ça nous donne la valeur de l'année dernière, mais ça nous donne pas la variation. Donc pour faire la variation, très simplement, on va faire nouvelle mesure. Et cette fois, on va l'appeler donc var coûtprod. Et en fait, on va ouvrir des crochets. Donc il faut faire Alt GR5. Et en ouvrant les crochets, on appelle toutes les mesures. Donc ici, on va appeler la valeur n moins la valeur n-1 entre parenthèses. Et donc là, on a notre variation n-1. Donc pour tester ça, très simplement, on duplique le visuel CTRL-C, CTRL-V, et puis on vient juste switcher donc deux valeurs et on vient contrôler ça. Donc si je fais 354 moins 222, ça me fait bien 131. Jusque là, on est OK. À mon avis, c'est parce qu'il y a un petit arrondi que ça fait une petite différence. Donc maintenant qu'on a notre valeur, on va le placer à un endroit spécifique. Donc premièrement, il faudra peut-être gérer la taille. Mais on aimerait bien peut-être le placer juste en dessous. On va faire simple. On va le placer juste en dessous. Et donc on va régler, comme je te disais, la taille. Donc on retourne dans valeur de légende. Et donc ici, on peut mettre 15 par exemple. Maintenant, on va lui mettre
une mise en forme à cette variation. Premièrement, on refait les mêmes mises en forme, séparateur de milliers et en devise. Sache que tu peux aussi gérer les décimales ici. Ici, volontairement, j'en affiche pas pour simplifier le widget. Et on va lui mettre une mise en forme conditionnelle. Alors pour mettre une mise en forme conditionnelle, je t'invite donc à cliquer dessus, à aller donc dans format, et ici, on va aller dans valeur de légende. Ici, on a la couleur. En fait, ici, par exemple, si je mets un orange, tu vois qu'il se transforme en orange. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que dès lors qu'il est positif, on veut qu'il soit vert, et dès lors qu'il est négatif, on veut qu'il soit rouge. Donc il te suffit de faire mise en forme conditionnelle, ici de faire règle, et de commencer à spécifier les règles. Donc, si la valeur est supérieure à 0 et inférieure, tu rentres dans la cellule et que tu fais tout supprimer, avec la flèche supprimée, ça te met la valeur max. Idem ici, hein, si tu supprimes tout, ça fait minimum. Mais ici, le minimum, admettons qu'il soit moins 9 999, on a besoin de le cadrer. Donc ici, on met supérieur à 0 et inférieur au maximum. Donc en fait, tout ce qui est supérieur à 0, on veut que ça soit vert. Et donc là, on va aller chercher un petit vert tranquillou. On le prend, on le met grosso modo comme ça. Tu vois que tu peux choisir des couleurs à la volée. Honnêtement, je te conseille de récupérer la charte graphique de ta société ou alors d'utiliser une palette de couleurs que tu trouveras sur internet, par exemple sur le site colors.co. Je te mettrai le lien en description. On va faire une nouvelle règle, puisque là en fait c'est quand la valeur est positive, elle est verte. Et dans le sens contraire, si la valeur est supérieure au minimum, c'est-à-dire à l'infini finalement, et inférieure à 0, alors c'est rouge. Et donc là, la valeur est positive, c'est OK. Admettons que je me passe en 2021, la valeur est rouge. Si je me place sur la filiale Oda, on voit bien que c'est dynamique et que ça bouge bien. Donc ça, c'est OK. Et donc là, on va continuer nos différents widgets. Et donc ici, on va peut-être mettre, pas forcément un coût de production, mais par exemple le coût de valorisation. Donc ici, je vais faire la même chose. Je vais aller donc dans style, texte, je vais l'activer et je vais mettre coût de valorisation. On va mettre coût services généraux avant. Donc là, pareil, couleur noire. On avait mis DIN et on avait mis 15. Donc là, on le met tout à gauche et on le centre en haut. On avait mis une marge de 15 à gauche et une marge de 10 en haut. Donc bien évidemment, tu peux aller encore plus vite en faisant le pinceau. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va faire sur la troisième carte tout à l'heure. On va placer le même type de widget. Donc CTRL-C, CTRL-V. On le place au centre de notre visuel. CTRL-C, CTRL-V pour le deuxième également. On le place. Mais cette fois, donc on va changer, puisqu'ici, on veut les services généraux. Donc, on va devoir créer une nouvelle mesure, puisqu'on va devoir modifier le filtre. Je te conseille tout simplement de faire CTRL-C, CTRL-V, comme ça on gagne du temps. CTRL-C, nouvelle mesure, CTRL-V. Cette fois, on va l'appeler somme coût SG pour services généraux. Et donc, on va faire calculate sum valeur, map centre de coût désignation. Et là, on va mettre services généraux. Et donc là, on voit qu'on a une valeur. Donc, au même titre, on va mettre séparateur de milliers et en euros. Idem pour faire la variation, on va faire la même chose. Donc cette fois, on va faire CTRL-C, CTRL-V sur la valeur N-1, nouvelle mesure, CTRL-C, CTRL-V, et cette fois, à la place de production, on rajoute services généraux, en pensant bien à mettre du coup le tiret du bas. Donc là, il nous dit en fait renommer la mesure. Effectivement, j'ai oublié de renommer. On ne peut pas appeler deux fois la même mesure. Donc là, on va faire somme coût, on a dit SG N-1. Ok, et cette fois, il ne reste plus qu'à faire la variation entre coût SG et coût SG N-1. Et il ne reste plus qu'à remplacer donc cette valeur par la var SG. Donc ça, c'est bon. On va également mettre en euros avec le séparateur de milliers. Donc là, on voit qu'il y a un premier problème en termes de visuel. C'est qu'un coup, on l'a en millions, un coup, on l'a en K euros, et un coup, on l'a en valeur pleine. Alors ça, déjà, visuellement, c'est pas bon du tout. Soit on met tout en valeur pleine, soit on met tout en K euros, soit on met tout en millions. Mais en gros, il faut rester cohérent dans le visuel. Donc ici, il semble que la société ne fasse pas trop, en tout cas de coûts. Du moins, je ne pense pas que ça justifie d'afficher le million. La bonne pratique, je pense, c'est d'afficher le K euro, qui est quand même un intermédiaire entre le million et la valeur pleine.
Donc ici, il faut forcer les formats. Donc très simplement, on retourne sur notre mesure et on va forcer les formats à l'intérieur des cartes. Donc on va donc dans format ici, valeur de légende. Ici, premièrement, la valeur des décimales, on peut mettre à 0. Et l'unité d'affichage, on le précise en milliers. Alors attention qu'ici, on a le 2K qui est vert. Mais ce qui se passe, c'est que cette mesure ici est conditionnée par une autre mesure. Je m'explique. Tout à l'heure, quand on a fait la mise en forme conditionnelle de la couleur, il était basé sur le champ var_c_prod. Et là, on est d'accord, c'est qu'en fait, quand je reviens sur cette mesure-là, elle est toujours basée sur var_c_prod parce que j'ai fait CTRL-C, CTRL-V. Donc ça, il faut faire attention quand on duplique les visuels, c'est de changer aussi les règles de mise en forme. Et donc ici, on se base plus sur var_c, var_prod, mais var_c, SG. Par contre, on applique exactement les mêmes filtres. Je fais exactement la même chose pour le troisième visuel. Je te passe les détails et on se retrouve juste après. Donc là, comme je te disais tout à l'heure, je vais utiliser le pinceau. Tu verras que ça ira plus vite. Hop. Ok, une fois que c'est fait, on va passer donc au graphique d'à côté. Alors moi je vois bien un graphique tout simple, un premier graphique ici en courbe qui montre donc l'évolution annuelle, on va dire cumulée des coûts de production sur par exemple les services généraux par exemple, et à côté une répartition avec tous les codes analytiques par exemple. Donc on va commencer par celui-là. Donc on va insérer ici un graphique à barres groupées qu'on va placer. Tac. Voilà. Alors faut pas oublier par contre de mettre le titre avant. Donc ici on va mettre un petit coup de pinceau sur le visuel. Et on va donc lui insérer un texte. On va lui mettre répartition par code analytique. Donc dans ce visuel, on va glisser tout simplement nos codes analytiques et on va glisser nos valeurs. Donc là tu vois qu'on a tous nos codes analytiques et c'est pas forcément très parlant. Donc ici on va faire plutôt un top 5. Donc on va rectifier notre titre premièrement et je vais te montrer comment on fait un top 5. Et je vais mettre plutôt top 5 code analytique. Donc très simplement pour faire un top 5, eh ben, il suffit de déployer en tout cas le volet filtre ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va agir sur la désignation. Donc quand tu viens ici, tu as ici donc type de filtre. Ici tu vas faire N premier. On va choisir donc les plus hauts. On va en choisir 5 et on va glisser une valeur sur laquelle il doit se baser pour filtrer les 5. Et en fait, il doit se baser sur la valeur. Donc on reprend le champ valeur et on le met ici. Et on fait appliquer le filtre. Et là, il me sort donc les 5 plus gros codes analytiques. Donc première chose, c'est de nettoyer un peu le graphique. Donc l'axe DY, on peut tout simplement l'enlever parce qu'il ne sert à rien. Donc on peut désactiver le titre ici. Ensuite, dans l'axe DX, on va aussi enlever le titre parce qu'il ne sert à rien. On va mettre ce qu'on appelle les étiquettes de données. C'est en fait les valeurs qui vont en face des barres. Donc là, il suffit juste dans Objet visuel d'activer étiquette de données. Et donc tu vois tout de suite, ça prend forme. Et donc du coup, on va enlever cette barre ici qui ne sert à rien. Donc tout simplement désactiver l'axe DX et de mettre uniquement les valeurs. On va renforcer peut-être un peu les étiquettes de données. Premièrement, on va pouvoir gérer la position, soit tout bord intérieur, soit bord extérieur. Honnêtement, bord intérieur, c'est pas mal. La position automatique aussi. Mais ici, pour une question de cohérence, on va tout mettre sur un bord intérieur. La valeur, on va pouvoir la renforcer. On va la mettre un peu en black. Et puis, on va renforcer. On va mettre 12, par exemple. On va changer la police en DIN pour rester cohérent avec tout le reste. Et il ne faut pas oublier, surtout, de mettre en euros. Donc, on va sur le champ spécifié et on met en euros. Ok, l'arrière-plan, donc en fait c'est l'arrière-plan de l'étiquette. Honnêtement, ça peut rajouter un peu de contraste, on va le laisser ici. Donc pour la couleur des barres, on va dans Objet visuel, barres, et on va choisir une couleur
pareil dans le bleu, hein, mais un peu plus estompé. Donc tu vois, on a le bleu ici et on a notre nuancier. On va choisir peut-être ce bleu-là qui est un peu plus joli, voilà, un peu plus terne. Donc ça, c'est top. Alors que tu vois, dans notre graphique, il n'est pas encore totalement sympa. On a premièrement un titre ici qui sert à rien, donc on va aller le désactiver. Dans Format, Général, Titre, et là on le désactive. Donc là, on aimerait aussi réduire le volume des barres, qui est un peu large. Donc pour affiner les barres, très simplement, on va toujours donc dans le Format, on va dans Barres, Espacement, et ici on va pouvoir régler en fait le remplissage interne. Donc plus on va vers un remplissage interne élevé, plus on crée de l'espace entre les barres. Notre graphique progresse, mais il reste encore un truc important, c'est la visualisation du code analytique. Aujourd'hui, on n'arrive pas à tout voir, et il serait peut-être intéressant de gratter un petit peu pour voir un peu plus de code analytique. Donc très simplement, il suffit toujours d'aller dans le format, donc cliquer sur le visuel, d'aller dans le format, et dans l'axe des Y, on va voir qu'il y a largeur de la zone maximale, et ici on va pouvoir gérer en fait la largeur et pouvoir faire afficher finalement totalement notre libellé. Donc on va mettre 40 qui suffira pour quasiment tout afficher sauf le plus gros, mais on comprendra. Donc là on a à peu près un graphique qui semble correct. Maintenant il nous faut notre vision cumulée en fait de nos différents centres de coût. Donc très simplement on va créer une première formule qui est le year to date. Nouvelle mesure et on va créer donc notre calcul year to date. Alors très simplement, on va utiliser la formule total year to date. Dedans, on va y rentrer donc une somme qui est en fait la base de données SAP en valeur. Les dates font partie finalement du format date qui est présent dans notre calendrier. Donc ici, on va chercher notre date calendrier. Et pas besoin de faire de filtre parce qu'en fait, on va splitter par différents centres de coût. Donc pour tester ce graphique, très simplement, on va insérer un graphique en courbe qu'on va placer ici en laissant des petits espaces. Voilà. On va y glisser donc notre mesure Calculate Year to Date. Et donc on voit qu'on a un point aujourd'hui parce qu'il nous manque l'axe des X. Et l'axe des X, ça va être tout simplement donc notre date calendrier. Et on va mettre une date continue ici puisqu'on veut que tous les jours soient affichés. Donc quand on se place sur l'année 2022, c'est une phase ascendante totalement. Quand on se place sur 2021, ok. Donc là on est d'accord, notre year to date il fonctionne bien. Par exemple, quand on se place sur 2022, il vient bien s'arrêter jusqu'au 30 mars 2022, finalement, date d'aujourd'hui. Donc on a notre year to date qui fonctionne bien, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on aimerait bien avoir donc tous les year to date des différents services en fait. Donc on va tout simplement utiliser notre map centre de coût avec les différents codes analytiques. Et on va glisser donc les centres de coût en légende. Ce qui va nous permettre de créer plusieurs courbes pour nos différents centres de coût. Donc on va épurer un peu ce graphique quand même parce que pour l'instant il n'est pas trop visible. Donc on va premièrement virer les titres. Alors ça c'est bonne pratique, hein. C'est vraiment épurer au maximum vos graphiques. Donc on va virer les titres des axes, parce que je ne sais pas pourquoi à chaque fois ils les mettent par défaut, mais honnêtement, ça ne sert pas à grand chose, mis à part si on ne comprend pas ce que c'est. Donc on va enlever le titre de l'axe des X, le titre de l'axe des Y. On va enlever le titre tout court, puisque nous on va en mettre un dans notre visuel. D'ailleurs, hop, je ferai bien de copier tout de suite le format. Donc là, on va mettre un titre et on va l'appeler. Comment on va l'appeler? On va l'appeler coût year to date par centre de coût. Je ne sais pas si c'est très parlant, mais en tout cas, c'est pour l'exemple. On va l'appeler coût year to date par centre de coût. Et c'est tout simplement nos différents centres de coût sur une visualisation year to date. Alors, on voit qu'ici, on a donc notre légende. On peut la bouger, hein, cette légende. On peut la mettre à gauche, à droite. Il suffit ici d'aller dans l'onglet Format, ici dans Légende, premièrement de l'activer ou de la désactiver, et de la mettre en haut, en bas, de préférence, à droite, enfin comme vous voulez. Donc ici, on va le mettre plutôt en haut, pour une lecture tout simplement de se dire, ok, on lit la légende avant et après, on analyse les courbes. Et on va modifier un petit peu la légende. Premièrement, on va enlever le titre de la légende, puisque pour le coup, ça ne sert pas à grand chose.
et on va le laisser comme ça. Voilà pour l'exemple. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'il est possible de renommer les axes sans pour autant impacter les champs à côté. Je m'explique. Admettons que vous vouliez laisser la légende. Par exemple, donc on remet la légende, titre, voilà, elle est activée. Eh bien, il suffit tout simplement, ici, de modifier ça et de l'appeler par exemple légende, entrée, et tout de suite, à gauche, dans le visuel, on a changé le nom. Alors que pour autant, quand on retourne dans notre map, ça s'appelle toujours désignation centre de coût. Donc ça nous permet en fait de gérer le nom qui sera affiché et le nom qui sera présent dans notre champ. Donc ici, on va laisser comme ça. Honnêtement, je vous conseille de désactiver. On comprend très bien que c'est une légende, mais on va laisser comme ça pour l'exemple. Donc là, globalement, on a notre application desktop. Maintenant, on va passer sur l'application mobile. Et vous allez comprendre pourquoi c'est hyper important de penser mobile dès le départ, parce que ça va tout déterminer. Donc pour passer sur la vue mobile, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur afficher ici et de passer en affichage mobile. Tous les visuels qui sont présents sur la page que l'on va devoir mettre en mobile, ou non, hein, des fois on peut choisir de ne pas les mettre, et ils ont rajouté une petite mise à jour qui n'était pas quand j'ai fait aussi mon tuto l'année dernière, ils l'ont rajouté très récemment, cette année, c'est de pouvoir en fait modifier que très légèrement les éléments qui étaient prévus sur le desktop en mobile. Je m'explique. Ici, on sait que dans notre application donc PC, donc j'y retourne, on a notre barre ici application test, puis on a nos filtres ici. Quand on retourne dans l'application mobile, quand je mets application test et que je fais hop comme ça, on voit que là, premièrement, c'est pas centré et deuxièmement, c'est peut-être un peu gros. Et bien, en cliquant ici, on va pouvoir avoir accès à la modification. Donc par exemple, le texte ici, je vais pouvoir l'abaisser et le mettre en mobile, par exemple, à 15, voire 16, et surtout de le centrer. Bien sûr, il ne faut pas oublier d'enlever la marge ici. Donc là, on va la mettre à 0. Pas d'autres modifications sur la barre d'entrée. Maintenant, on va placer nos différents segments. Très simplement, on commence par sélectionner l'année que l'on a envie de choisir. Donc là, pas forcément besoin de modifier la taille. On peut laisser comme ça. Ça va être pour l'exemple. On va le décoller un petit peu, voilà. On va placer le deuxième segment qui est donc le choix de la filiale. On va ensuite placer donc notre premier widget qui est le coût de production. Donc là, on va prendre toute la taille du téléphone, on va en profiter. On va le laisser comme ça, mais on peut faire le choix de tout centrer. Moi, je vais faire le choix en tout cas de le laisser un peu décalé. Voilà, et on va pouvoir en fait disposer donc nos différents éléments comme bon nous semble. Donc il faut bien se souvenir par contre des chiffres. Donc là on était 166 coûts de production, je crois que c'était pas ça. Si on revient ici, c'était ça, 166 et moins 33. Hop, donc on revient, moins 66, moins 33. Hop, ok. Et donc là on est en train de construire notre application mobile. Et c'est cette application que quand on va publier, elle sera accessible du coup sur le smartphone, tout simplement en téléchargeant l'application Power BI. Donc là, je continue. Donc là, on va prendre le coût sur les services généraux. Donc là, au même titre, on va placer donc notre KPI. Donc je vous conseille de superposer pour avoir exactement la même taille, parce qu'ici, il y a pas, les guides sont pas excellents. Donc on va refaire hop comme ça. Donc je crois que c'était 264 si je ne me trompe pas. 264 moins 1. Donc 264. Donc là, idem, c'est finalement de reprendre l'exemple de ce qu'on avait placé. Voilà. Donc ici, pensez plus simplement à aller en butée. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes centré. Voilà. Hop, là, on est sûr d'être en butée. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple après à placer. Donc ici, on va se prendre un repère. C'est-à-dire que la barre du haut ici touche le P. Et je sais comme ça que je dois monter assez haut pour placer mon widget. Voilà. On va placer donc le moins 1K. Pareil, hop. Voilà. Donc, toujours aller chercher les bords pour bien tout centrer. Ok. Tac, tac, tac. On fait de l'approximatif, hein. On n'est pas là pour faire du visuel découpé au couteau. Tac. Coup de valorisation. Hop.
On prend la taille du widget. Voilà, donc là on défile. Donc là on a 3 widgets qui sont faits. Maintenant on va intégrer donc nos graphiques. Donc on commence par notre top 5 des codes analytiques. Donc là on va prévoir quand même un bon visuel pour intégrer le graphique et qu'il puisse pleinement s'épanouir. Voilà, ok. Quand on est plutôt ok. Alors, est-ce qu'on va pouvoir gérer peut-être un peu la taille pour pouvoir afficher dans l'axe des Y? Bien sûr qu'on va pouvoir afficher la taille. Mais là, on va descendre sur du 8 pour afficher un peu plus les indicateurs. Et l'étiquette de données, on va descendre un peu, on va descendre aussi. On va descendre à 10 par exemple. Voilà. Comme ça laisse un peu plus de place pour l'affichage. Donc ça, c'est vraiment top de la part de Microsoft d'avoir fait une mise à jour comme ça. Parce qu'avant, c'était impossible. Et du coup, c'était vraiment très très embêtant. Ça déterminait encore plus qu'avant du coup le visuel. Et donc là, il ne reste plus qu'à mettre nos courbes. Donc après, ce qui est possible sur mobile, ce qui est bien, c'est que quand on clique sur un visuel, on peut l'avoir en grand. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que du coup, il suffira finalement dans l'application de cliquer sur le visuel et de mettre le téléphone en mode paysage et de pouvoir finalement visualiser les courbes. Donc là, automatiquement, on a un sélecteur qui nous permet finalement de parcourir la légende. Donc ça, le mieux, c'est d'éviter et justement de désactiver, alors pas la légende, pardon, mais juste le titre pour laisser un peu de place et peut-être de réduire un peu le texte pour pouvoir tout afficher. Donc là, je suis au maximum, je suis à 8 et finalement, j'arrive pas encore à l'afficher. Donc même si je mets du DIN, voilà, je suis quasiment à l'affichage. Donc là, c'est déjà un peu mieux. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut toujours chercher en tout cas à épurer les graphiques, que ça soit le plus simple possible, sans de fioritures. Principe de base, si vous avez un axe des X qui affiche, ou un axe des Y, qui affiche du coup la valeur en fait de l'étiquette, ne mettez pas en plus l'étiquette de données. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc ça, c'est bon. Et donc là, on a créé notre application mobile. Donc là, c'est nickel. On va pouvoir donc partir finalement et revenir dans notre application PC. Et on va pouvoir donc publier cette application et je vais te montrer donc comment tu vas pouvoir le partager avec d'autres personnes. Allez, c'est parti. Donc pour partager, c'est très simple. Il te suffit d'aller dans Accueil et ici, tu as tout à droite le bouton Publier. Donc là, tu fais Publier, tu enregistres ton rapport parce qu'en plus, tiens, d'ailleurs, depuis tout à l'heure, on fait, mais on n'a pas enregistré le rapport. Donc ça, mauvaise pratique, note à moi-même. Il faut penser à enregistrer son rapport parce que bien évidemment, comme Excel, ça peut bugger. Et quand tu perds ton travail alors que ça fait des heures que tu travailles dessus, t'es emmerdé. Donc ce que je t'en conseille, c'est de forcément enregistrer de manière régulière ton rapport. Donc nous, on va l'enregistrer très rapidement dans téléchargement. On va l'appeler Test Power BI pour la démo. Hop, c'est enregistré. Tout de suite après, il va se publier. Donc là, il nous demande en fait dans quel espace on veut le publier. Donc nous, très simplement, on va le publier dans notre espace. Donc c'est mon espace de travail. Je te montrerai dans une autre vidéo comment créer des espaces et pouvoir du coup ranger tes différents rapports. Normalement, si tu as un compte Microsoft, tu as mon espace de travail et tu peux publier directement dedans. Donc là, je sélectionne cet espace-là. Donc là, il te dit l'avancée de la publication. Et après, tu vas voir qu'il va te mettre un petit check vert pour te dire qu'il est OK et qu'il est prêt à publier. Donc là, il est publié et il te propose donc de l'ouvrir. Donc on va aller l'ouvrir dans Power BI. Donc tu vois qu'il t'ouvre donc une fenêtre sur Google tout simplement. Parce que là, on va passer en online. Il te demande donc de de rentrer ton adresse de messagerie. Alors ça peut arriver si tu n'es pas connecté sur Power BI. Donc tout de suite, on va se connecter donc sur le site directement. Donc hop, Power BI. Je vais aller ici, visualisation de données. Et tu vois, je ne suis pas connecté. Donc je vais me connecter avant et ensuite je vais aller le voir. Donc là, on peut fermer cette fenêtre-là. Voilà. Donc, je me suis connecté à Power BI. Donc normalement, toi, tu vas devoir rentrer tes codes ou rentrer ton mail plus ton code. Peut-être le faire déverrouiller sur ton téléphone par une application qui s'appelle Authentificator. Donc ça, tu verras si tu l'as mis en place. Mais en tout cas, une fois que tu es connecté, là, tu vas pouvoir seulement du coup aller le regarder. Donc là, je vais recliquer sur le lien. Et normalement, ça devrait fonctionner. Donc là, c'est parfait. Donc là, je suis sur, finalement, Service Online Microsoft. Alors, c'est quasiment la même chose. Tu retrouves une petite barre de fonctionnalité. Ici, une barre à gauche où tu vas pouvoir naviguer sur pas mal de choses.
Et là, tu vois, tu vas pouvoir switcher entre tes différentes pages. Automatiquement, tu as un navigateur de pages sur ta gauche. Donc ça, on va le réduire pour voir un peu plus grand. Et tu vois que c'est dynamique. Tu vas te placer en 2021. Tu vas choisir ta société Bol. Tout est dynamique. C'est-à-dire que tout est relié, tout fonctionne. Donc là, on est OK là-dessus. Maintenant, on va partager avec notre collègue. On va faire partager, tout simplement, et entrer le nom de notre collègue. Il va recevoir une notification et il pourra se connecter sur le rapport et visualiser. Comme je te disais, les deux personnes ont besoin d'une licence Power BI Pro. Maintenant, admettons que ce ne soit pas des données sensibles, tu peux très simplement faire fichier, incorporer le rapport et publier sur le web en public. Et ça va te donner en fait un lien accessible par tout le monde, mais tout le monde pourra voir les données et Microsoft se réserve le droit d'utiliser ton rapport pour le publier sur son blog. Donc attention quand même de ne pas publier n'importe quoi en public. Tu vas pouvoir faire pas mal de choses, tu vas pouvoir aussi exporter en PowerPoint. C'est justement ce que je te disais dans la mise en contexte. En fait, très simplement, tu veux faire une présentation à ton codir, et il te suffit d'appliquer et de cliquer sur PowerPoint. Exporter avec les valeurs actuelles, et on va exporter uniquement la page active, mais tu vas pouvoir exporter toutes les pages. Alors, tu es limité sur un nombre de pages, je crois à peu près une 50aine en PDF. J'imagine qu'en PowerPoint, ça doit être à peu près pareil. Enfin, de là à avoir 50 pages dans un Power BI, j'espère que tu n'en arriveras pas jusque-là. Mais voilà, globalement, tu vas pouvoir l'exporter en PDF, tu vas pouvoir aussi l'exporter en PowerPoint, donc on attend de voir le rendu. Donc là, il est téléchargé, je vais l'ouvrir. Donc là, il te met une en-tête full black qui n'est pas très jolie. Mais en tout cas, ta deuxième page, elle est là, et tu vois qu'elle est vraiment de très 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 bonne qualité. C'est-à-dire que là, tu as vraiment une présentation avec des graphiques de super qualité, pas besoin de faire un CTRL-C, CTRL-V, avec une liaison avec ton fichier Excel qui plante, ou alors un copier-coller avec le presse-papier et qu'en fait, tu as une qualité complètement dégueulasse. Là, tu as un truc vraiment de haute qualité qui part de Microsoft Online, et tu vois qu'en 2 minutes, tu as généré ta presse. Donc ça, c'est top pour gagner du temps. Une fois que tu as bien tout préparé, tout ton rapport, tu gagnes du temps. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est la magie de Power BI. Donc on va pouvoir faire la même chose en PDF. Je ne te fais pas la démo, mais globalement, c'est le même principe. Tu fais exporter PDF et tu as un PDF qui est fait. Et donc tu vois qu'ici, en partant de données brutes, tu arrives à faire un rapport Power BI, donc l'équivalent de tes recherches V, des TCD, d'Excel. Tu arrives à faire tout ça. En plus, tu as un aspect visuel. Tu as une application mobile et en plus de ça, tu arrives à exporter un PowerPoint prêt à présenter à ton codir. Maintenant que tu sais publier un rapport, partager avec tes collègues, exporter un PDF, exporter un PowerPoint, il faut que tu apprennes à planifier l'actualisation des jeux de données en ligne. Et pour ça, c'est très simple. Je vais déjà t'expliquer ce qui s'est passé quand tu as publié ton rapport. Ton rapport s'est divisé en deux. Quand tu retournes dans ton espace de travail, tu as donc le rapport qui est ici, qui s'appelle Test Power BI, et tu as un jeu de données équivalent qui s'est généré. Quand tu pousses une application en online, il se passe deux choses. Premièrement, ton rapport Power BI d'un côté, et deuxièmement, ton jeu de données de l'autre. Eh bien, c'est sur ce jeu de données que l'on va programmer une actualisation. Donc il te suffit tout simplement de te placer ici sur le petit logo et de faire planifier une actualisation. Ça va t'ouvrir donc une fenêtre et ici on va te proposer dans un premier temps de t'authentifier. Donc ici on va faire modifier les informations d'identification et on va faire une authentification authentique 2 avec une authentification organisationnelle. Il va nous demander donc de nous connecter, on va se connecter. La source de données est donc bien mise à jour et maintenant il suffit d'aller ici dans actualisation planifiée, d'activer cette planification et de programmer, de lui dire par exemple tous les jours à telle heure. Donc ici on va lui dire tous les jours, ajouter un horaire, par exemple tous les jours à 6 heures du matin. Et on va faire appliquer. Et donc là, tu as bien la planification de l'actualisation qui a été mise à jour et qui est en application. Voilà, la vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. Laisse-moi un commentaire en bas pour me donner du fuego. Et on se revoit donc dans une prochaine vidéo sur Power BI. Ciao!